Aussi bien dans ma famille syrienne que algérienne, mes cousins avaient des oiseaux en cage. Nous, en tant que petits Français parisiens, on affectionnait plus particulièrement les chats ou les chiens, mais qui sont pour eux des animaux qu'on trouve à l'extérieur. Et l'animal domestique, c'était l'oiseau. Le chardonneret, en plus de ses talents vocaux, est aussi un animal très sociable. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité s'appelle Seham Bouttata, bienvenue. Merci, bonjour. Vous publiez La mélancolie du Macnin aux éditions du Seuil. Ça y est, vous êtes réconcilié avec votre patronyme ? Bouttata. Écoutez, moi, je parle couramment. Et on m'a dit que Bouttata, c'était un oiseau très, très joueur et très mystérieux. Ouais, c'est un oiseau qui se cache très bien. Un oiseau malin. Un oisein malin, ouais. Évidemment, et qui fait ta sur les troncs d'arbres, donc c'est le pivert. C'est un pivert, voilà. Ouais. Vous faites bien le pivert quand même. Mais le Macnin dont vous parlez, c'est pas un pivert, hein, c'est un mot amazigh. Ouais. Qui veut dire quoi ? D'origine arabe, oui, qui veut dire petit, mignon. Ouais. Et le Macnin, pour tous les Algériens, ils savent très bien, c'est le chardonneret. Mais moi, je ne savais pas. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. En quoi cet oiseau, finalement, est-il vraiment... Vous dites que c'est l'animal de compagnie algérien par excellence. Oui, parce qu'en fait, les Algériens élèvent des oiseaux en fait, par tradition. Et sur 40 millions d'habitants en Algérie, il doit y avoir 20 millions d'oiseaux en cage, dont 6 millions sont des chardonnerets. D'accord, qu'on est en train d'écouter. Hein. Alors de là à en faire un livre, il va falloir que vous nous expliquiez comment vous êtes parti sur les traces du chardonneret, parce que c'est un livre passionnant que vous racontez, sur l'histoire de cet oiseau. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, ça c'est pas un chardonneret, hein, ça c'est un coq. Non ? Kim qui réalise l'émission. Oui, c'est ça, mais ça fait partie de l'ambiance. Ah, ça fait pas. Je suis pas la main sur les animaux qui vont intervenir. Cela dit, il imite bien les autres oiseaux. Hein. Oui, alors il faut expliquer que c'est un oiseau qui a l'oreille absolue. Oui. Alors en fait, il faut savoir déjà que le chardonneret en arabe se dit hassoun. Et il n'y a qu'en Algérie où on l'appelle Macnin. Donc le hassoun, en arabe, ça veut dire l'améliorant, c'est-à-dire qu'il imite les autres chants d'oiseaux de son entourage, ses congénères, et il les améliore. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, par exemple, un spécialiste du Macnin, il peut vous dire, en l'écoutant chanter, de quelle région déjà d'Algérie il vient. Oui. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Donc il y a deux types de Macnin en Algérie. Ceux de la montagne et ceux de la mer. Et ceux qui chantent bien, ce sont ceux de... La montagne. Incroyable. Enfin, l'Algérien de la mer dira probablement que c'est celui qui vient de la mer. Ah bon, d'accord. Donc c'est parce que pour votre enquête, vous rencontrez quelqu'un qui vous a dit que c'était celui de la montagne. Ouais, mais lui venait de la montagne en l'occurrence. Donc oui. En fait, après peut-être qu'à la montagne on trouve plus d'oiseaux, donc peut-être qu'il s'enrichit avec les chants des autres oiseaux et qu'il peut les imiter. Mais on dit même que le chardonneret... les bons connaisseurs de chants de chardonneret peuvent repérer ceux qui viennent des différents secteurs d'Alger. Donc, c'est comme des arrondissements. C'est incroyable, ça. Et vous allez à Alger, vous levez la tête et vous voyez qu'il y a des caches partout. Oui. Moi, je vais en Algérie, en fait, depuis que je suis enfant, parce que mon père est algérien. Donc, on passait un été sur 2 en Algérie et en Syrie. Ma mère est syrienne. Voilà, parce que votre mère est syrienne. Donc, c'était une année sur 2. Une année sur 2. Des vacances de rêve. De rêve et d'ennui. Vous racontez ça dans votre livre. Et comme quoi, en vieillissant, on a un autre regard sur les choses. Oui. Pour vous, c'était ces 2 mois de vacances au bled, comme on dit. C'était l'horreur. C'était un peu le confinement avant le confinement, on va dire. On s'ennuyait ferme, mais vraiment, avant l'arrivée de nos parents, parce qu'on était souvent envoyés avant nos parents. Donc, on passait 2 mois dans la famille. Et puis là, c'était un autre monde. On emmenait la 504 se faire laver avant. Ça, c'est quand on partait ensemble en voiture et qu'on prenait le bateau. Mais souvent, on prenait l'avion, du coup, pour y aller. Et voilà, on était dans nos familles. Et votre papa, il est de quelle région ? Il est de Constantine. D'accord. De l'Est. Et du coup, en fait, aussi bien dans ma famille syrienne que algérienne, mes cousins avaient des oiseaux en cage.
Donc nous, on était plutôt en tant que petits Français parisiens, on affectionnait plus particulièrement les chats ou les chiens, mais qui sont pour eux des animaux qu'on trouve à l'extérieur. Et l'animal domestique, c'était l'oiseau. Vous racontez que votre cousin, il en a un. Ouais. Vous êtes super jalouse. Je suis très jalouse. Vous lui voulez pas du mal, mais presque. Hein. Quand oui. À l'oiseau. Mais parce qu'ils ont une affection particulière en fait pour l'oiseau, donc ils s'en occupent. C'est comme la prunelle de leurs yeux, on va dire. C'est quelque chose qu'ils chérissent, avec qui ils communiquent, parce qu'ils peuvent communiquer avec eux, parce qu'en fait, le chardonneret, en plus de ses talents vocaux, est aussi un animal très sociable. Donc on peut quand on l'a bien éduqué, on peut le relâcher et il vous revient. Et il vient vous faire un bisou. Et il vient vous faire un bisou. Ouais. C'est ce que vous racontez finalement. Ouais. Donc votre cousin, il en a un ouais. Il s'appelle Coco. Coco. Pas très original, ça fait plutôt perroquet, ça fait pas chardonneret. Coco, il y en a beaucoup qui s'appellent Coco, je pense. Bon, mais après, vous étiez petite, vous avez quel âge là, une dizaine d'années? Non, là je suis encore plus petite, je dois avoir 5 ans. Et votre passion pour le chardonneret, elle faiblit après? Elle faiblit parce que je l'ai oublié après le chardonneret, et c'est lors d'un voyage à Alger en 2013, et je me baladais dans les rues d'Alger, et je me rends compte qu'il y a un champ qui est absolument partout, derrière les travaux, les voitures, etc. C'est un champ d'oiseaux. Et je lève la tête et je le vois absolument partout. Je reconnais l'oiseau dans sa cage parce qu'il est assez reconnaissable. Il a une tête rouge et noire et des ailes jaunes. D'accord. Alors, voilà le coq. Kim, tu abuses sur le... Je peux rien faire. Tu crois pas que ton oiseau il tournerait en boucle un peu? Non, pas du tout. C'est simplement que voilà, ça vit dans la basse-cour. Tu as raison. Alors, les mâles sont plus cotés que les femelles. Oui. Ça, c'est souvent le cas chez les oiseaux parce que le mâle chante mieux. Oui. C'est ce qu'on dit. En effet, il chante pour attirer la femelle. Donc... il a un chant plus vif, plus rapide, plus fort, et donc il est très coté. Ça vaut combien en dinars? En dinars, je pourrais pas, je me souviens plus trop parce que j'ai un peu du mal avec les conversions. Mais grosso modo, on peut en trouver à 20 € jusqu'à 350 €. Oh, vous m'impressionnez pas là. Pour le salaire d'un Algérien, c'est pas mal, 350 €. Ouais. Mais ça, c'est pour le chardonneret algérien. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Oui. Ils viennent du Maroc. Aujourd'hui, ils viennent du Maroc parce qu'on ne retrouve plus de chardonneret en Algérie à l'état sauvage. Il en reste plus que 5% à peu près. Mais comment ils rentrent en Algérie? Ils rentrent pas, en fait. Ils sont algériens, en fait, les chardonnerets d'Algérie. Ils sont sédentaires. Parce que. Non, mais il n'y a pas ceux qui viennent du Maroc. Ceux qui viennent du Maroc. Non, je parle dans les Algériens, je sais qu'ils. Voilà. Mais les chardonnerets du Maroc, ils passent la frontière comme le cannabis passe la frontière. Ah oui. Donc c'est caché. Trabendo. Ouais. À dos d'âne pour la plupart. Et voilà, et c'est vraiment une... C'est assez particulier parce que du coup, les Marocains ne sont pas férus comme les Algériens de chardonneret. Donc ils vendent leur chardonneret aux Algériens. Mais on reconnaît que ce n'est pas le bon accent. Les Algériens reconnaissent que ce n'est pas... puisque le meilleur est forcément celui qui vient d'Algérie. C'est une histoire incroyable. Je vous dis tout de suite, moi je découvrais ça. Alors, Mohamed El Bajdi. Ouais, El Badji. El Badji. Voilà, je ne suis pas chardonneret. Oui. Alors, qui a écrit la chanson emblématique de l'animal, qui s'appelle Maknin Ezin. Non, faut pas qu'on la lance maintenant, Kim, parce qu'en fait, ce gars-là, où on écrit la chanson et où on explique après comment il a écrit la chanson. C'est comme vous voulez. C'est comme vous préférez. Ouais. Mais il faut expliquer comment... Il l'a écrite grâce à un gardien de prison, finalement, cette chanson. Oui, qui lui dit chante comme un oiseau dans ta cage, chante ton amour ou ta rage. Et il a l'idée d'écrire cette chanson parce qu'en fait, il faisait l'appel à la prière pour les autres co-détenus. Il faut savoir que c'était un prisonnier pendant la guerre d'Algérie ou de libération, ça dépend où on est. Voilà. Ouais. Et que c'était donc un maquisard, un moudjahid, et qu'il a été emprisonné donc 5 ans, jusqu'en 62. Il était condamné à mort.
Et il a écrit cette chanson où il se compare, en fait, où il compare le chardonneret à son statut de prisonnier. C'est un tube, hein, c'est un vrai tube. Il faut savoir ouais. que ce gars dont vous parlez, il a joué son propre rôle dans le film. Hein. Ouais. Le film de Gillo Poté-Corveau, Ouais. La bataille d'Alger, voilà, où on voit il joue le condamné à mort qui est amené vers l'échafaud pour se faire pendre, c'est pendre, je crois, ou guillotiner. Ouais. Et puis on entend les autres prisonniers qui Tahia al-Jazair, vive l'Algérie libre. Ouais. Et voilà. Voilà. Et puis, il y a une histoire que vous racontez, c'est l'histoire du douanier. On va pas tout raconter quand il vient, parce qu'il était drôle, en fait. Ouais. Hein. Oui, il avait beaucoup d'humour, mais en plus, star. c'est une star du Shaabi. Hein. C'est un grand chanteur algérois, avec sa voix rocailleuse, comme ça. Et quand il arrive à Marseille, pour rendre visite donc, à un ami installé là-bas, il a tous les papiers et le douanier lui demande combien de temps il compte rester en France et il lui répond certainement pas 132 ans. Et le book club qui a lu pour vous cette semaine La mélancolie du Macnin, c'est un oiseau, le chardonneret aux éditions du Seuil, et c'est mon invité Séam Boutata qui l'a écrit. Montrez le livre à la caméra puisque l'émission est filmée, vous pourrez la voir sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Alors vous avez passé beaucoup d'années à vous intéresser à l'animal, hein, puisque vous avez fait 2 documentaires radio. Oui. Sur la bête. Ouais, mais parce qu'il y avait beaucoup à dire. J'aime bien l'image de la pelote que vous prenez. C'est dès qu'on commence à tirer dessus, il y a un autre truc qui arrive. Exactement. C'était en fait Maëlys de Kerangal a écrit un passage sur le chardonneret dans son livre Réparer les vivants, dans lequel elle explique que son infirmier, qui est aussi un des protagonistes héros de son roman, part à Bab el-Oued pour acquérir un chardonneret parce qu'il est par ailleurs chanteur lyrique. Et donc il veut chanter avec cet oiseau. Et quand on lui fait l'étalage de nombreux chardonnerets, il choisit celui qui vient de la vallée de Colo et il lui en coûte 3 000 €. Donc, alors là, c'est la Rolls des chardonnerets. Hein. Ouais. Ouais. Et du coup, moi, ça a fait tilt parce que, 2 fois tilt, en fait, on va dire. Mon père est né à Colo. Donc, et je me suis demandé si elle n'avait pas exagéré les prix et si elle n'avait pas... exagéré, en fait, tout simplement. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait énormément d'histoires autour du chardonneret. Et ça, depuis longtemps. Et depuis toujours, ouais. C'est même un grand Parce modèle. que c'est un grand modèle pour les peintres de la Renaissance. Il y a plus de 500 toiles qui représentent le chardonneret, dont le plus connu est celui de Raphaël. Et parce que, en fait, le chardonneret, encore une fois, a des couleurs qui le fait se reconnaître des autres oiseaux. Je veux dire, le rouge, le noir, le jaune. On se trompe pas quand on voit les couleurs du chardonneret. Et pour la petite légende, histoire aussi, on dit que le chardonneret, en fait, aurait retiré une épine de la couronne du Christ et qu'il aurait pris ainsi une giclée de sang sur sa tête et qu'il aurait donc conservé. Alors en France, il a un statut particulier, hein. Puisqu'il c'est espèce protégée. Mais il est protégé aussi en Algérie. Alors après, ça appliquait plus timidement les lois le concernant en Algérie. Après, en France, oui, c'est beaucoup plus dangereux d'avoir un chardonneret chez soi. Et comment est-ce que vous expliquez la rareté du chardonneret, par exemple, en Algérie? Parce que vous avez une explication, vous. Mon explication, j'en ai plusieurs. Ouais. Bon, le chardonneret, comme tous les autres oiseaux, c'est un petit passereau, donc il disparaît à cause des pesticides. Il disparaît aussi parce que du fait de l'urbanisation et de cette chasse intensive. Après, un des protagonistes que j'avais rencontré en Algérie, qui était le président de l'association ornithologique d'Alger, nous faisait remarquer également qu'en fait, il disparaissait parce qu'il avait été massacré au moment des années noires en Algérie. Parce qu'on a brûlé des forêts pour faire sortir les djihadistes des forêts, et donc... Parce que malheureusement, les chardonnerets et les terroristes fréquentent les mêmes lieux. Alors, on peut faire plein de choses à un chardonneret, on peut l'éduquer et on peut lui apprendre à chanter, finalement. Oui, l'écoler, on dit. Ah oui, c'est l'expression, ouais. Du mot école. Oui, alors quand il est très jeune, on l'enlève à ses parents, sauf si le père est un excellent chanteur. Et donc, on lui passe en boucle des chants d'oiseaux pour qu'il il les mémorise et qu'ensuite il les chante et que ça fasse partie de sa palette de chanteurs. Donc, il sait tout type de musique ? Les chants d'oiseaux. D'accord. Uniquement.
Oui, il va pas chanter du reggae, il va pas chanter non, mais du shabi, du rail. Du shabi, comme... pourquoi s'il a l'oreille absolue finalement? Non, en revanche, on a des grands musiciens qui ont pris des notes du chardonneret pour composer des musiques. Comme le Ziryab, qui était un grand musicien perse, qu'on appelait d'ailleurs l'oiseau noir. Qui cuisinait très bien aussi, oui, Ziryab. Qui cuisinait très bien, qui était très, très élégant, très classe. Et donc ça remonte au 9e siècle, je crois. Donc d'origine perse et qui s'est retrouvé en Andalousie et qui a... on dit qu'il est le précurseur de la musique arabo-andalouse. Et qu'il avait avec lui un chardonneret et qu'il aurait pris 8 notes du gosier du chardonneret sur les 24 notes de la musique arabo-andalouse. Voilà. Alors on ne sait pas ce qui relève de la légende, mais vous dites que certains chardonnerets pourraient mourir d'humiliation. Oui. Quand ils sont au contact des autres chardonnerets, parce que souvent on fait des cage à cage, c'est-à-dire des concours entre chardonnerets, et que quand un chardonneret chante fort, celui qui est à côté peut être intimidé et peut en mourir d'humiliation. Il y a des élevages de chardonneret, parce que ça pourrait résoudre le problème. Il y a des élevages, oui, et c'est de plus en plus... c'est quelque chose que l'association ornithologique d'Alger pousse à faire, c'est élever pour ne plus prélever dans la nature. Mais le chardonneret est un oiseau très très sensible, donc c'est comme les pandas, ils ont du mal à se reproduire en captivité. Ils ont du mal à se reproduire en cage. On peut les croiser avec d'autres oiseaux comme les canaris, ce qui a souvent été fait. Et donc dans ces cas-là, c'est des mulets. Mais aujourd'hui, on a trouvé des techniques, mais il faut être très 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 patient. Et ça devient donc un challenge. Est-ce que vous avez compris pourquoi, finalement, ce Macnine, c'est un oiseau d'homme plutôt que de femme? Alors c'est vrai que j'ai rencontré pratiquement que des propriétaires qui étaient des hommes, et ça m'a beaucoup interrogée. Et c'est pareil quand on va dans les boutiques, on s'aperçoit que c'est dans des boutiques d'hommes, chez le coiffeur et pas chez la coiffeuse, qu'on rencontre ce chardonneret, que les hommes le sortent en cage, le promènent, mais comme on promènerait son chien ici. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Et à mon avis, celle qui me semble le plus plausible, c'est que on allait chasser le chardonneret. Donc ça, c'est plutôt les hommes qui partaient le week-end. Et c'était le chasser pour le capturer. Pour le capturer. Oui, pas pour le tuer. Pas pour le manger non plus. Mais c'était un passe-temps, du coup, qui se transmettait de père en fils, comme ça. Et on partait le week-end chasser le chardonneret. Même si vous rencontrez dans votre enquête une femme qui possède un chardonneret, mais qui n'était pas le sien. À la base, le chardonneret appartenait à son conjoint. Ils se sont séparés et elle a tenu à garder ce chardonneret parce qu'elle s'était habituée à cet oiseau en cage. Et passionnée pour... mais comme toutes les personnes qui rencontrent le chardonneret, il y a une véritable passion qui se crée. C'est carrément du délire, quoi. Alors les Anglais aiment beaucoup le chardonneret aussi. Les Anglais aiment beaucoup le chardonneret. Les Anglais aiment beaucoup les oiseaux en règle générale. Ils sont très férus d'ornithologie. Et d'ailleurs, ils ont ce qu'on appelle le cœur de l'aube une fois par an. Ah oui. Qui se produit le premier dimanche d'avril ou de mai, où ils écoutent les oiseaux chanter. Les uns après les autres. Et celui qui commence à chanter, c'est le merle noir. Et celui qui termine le chant du cœur de l'aube, c'est le chardonneret. Mais c'est la saison des amours. C'est la saison des amours, tout à fait. Comment est-ce qu'un chardonneret a réussi à vous faire avoir un visa plus rapidement au consulat d'Algérie? Parce que là, quand même, c'est quand même un exploit, avec tout le respect qu'on a pour le consulat d'Algérie. J'ai eu de la chance parce que la personne qui était derrière son comptoir et qui devait s'occuper de mon visa possédait des chardonnerets. Donc j'avais avec moi... Racontez-nous l'histoire parce que c'est trop drôle. J'avais avec moi le livre de Donatarte, parce que je me documentais sur le chardonneret, donc j'imaginais que j'allais apprendre plein de choses sur le chardonneret. Grand best-seller mondial en plus. Vu l'épaisseur du bouquin. Il y en a pour 1000 pages en plus. C'est ça. Et donc je prenais mon mal en patience, parce qu'il faut bien savoir que quand on va dans les consulats algériens, il vaut mieux être
discrète et prendre le temps. Donc je m'installe, je lis mon bouquin et en fait sur la couverture j'avais un chardonneret sur cette couverture et la personne qui s'occupait de moi voit la couverture et me demande si c'est bien un chardonneret, donc si c'est bien un Macnin, il le dit même direct en algérien. Et là, je me dis, c'est super, ça y est, ça va marcher, quoi. Donc c'est devenu mon sésame et j'ai eu Il est devenu aimable parce que au début, vous étiez parti pour une bonne journée lecture. Je pense, ouais. Voilà. Et j'espère que si vous n'êtes pas encore documenté sur les Macnin, sur les chardonnerets, que cette émission va vous donner envie de le faire. On parle d'un livre qui s'appelle La mélancolie du Macnin aux éditions du Seuil et mon invité s'appelle Seham Boutata. Vous êtes journaliste? Reporter. Oui. Ouais. Oui, j'ai fait un documentaire, 2 documentaires que j'ai consacrés au chardonneret, puisqu'il y avait énormément de choses à dire. Un qui se passe à Marseille, où là, c'était plutôt une quête clandestine, parce que trouver des propriétaires de chardonneret est beaucoup plus difficile qu'en Algérie. C'est sous le manteau, hein. C'est vraiment sous le manteau, mais bon. Mais j'ai trouvé plusieurs propriétaires et qui vouent aussi un culte au chardonneret aussi fort qu'en Algérie. Ouais, parce que si on se fait attraper, on risque pas mal de choses quand même. Ouais, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Ouais. Oui. Bon, il y a intérêt à bien chanter à ce prix-là. C'est ça. Donc, et finalement, c'est plus facile qu'on dit qu'on enquête sur les Macnin qu'on est journaliste et qu'on vient faire un reportage sur le Irak, finalement. Oui, alors, mais en fait, moi, c'est un travail que j'avais entamé déjà depuis plusieurs années, on va dire, parce qu'avant le chardonneret, j'ai fait des documentaires consacrés à la psychanalyse dans le monde musulman, qui s'appelait Islam sur le divan, et j'étais partie à Téhéran, Beyrouth et Alger, et en fait, je m'étais rendu compte que Alger était vraiment le parent pauvre de la psychanalyse, et que j'avais énormément de mal aussi à... Fallait aller chez Kim à Blida, hein. Mais je suis allée à Blida, évidemment. L'hôpital Frantz Fanon, quand même, qui était célèbre hôpital psychiatrique, hein. Qui pour certains Frantz Fanon est le précurseur de la psychanalyse en Algérie. Bien donc sûr. Et un des conceptualisateurs de la révolution algérienne aussi. Oui, mais alors aller prendre la parole des Algériens pour vous parler de la psychanalyse, non, ça a été très compliqué. En revanche, dès que je parlais du chardonneret, là, la parole se délie, se libère et les gens vous racontent énormément d'histoires. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le chardonneret, j'arrivais à mettre l'Algérien sur le divan. Et vous avez une approche intéressante puisque vous dites que finalement, le chardonneret, c'est la part de liberté des Algériens. Oui, c'est la part de liberté. Après, c'est le paradoxe, hein, comme tout en Algérie, c'est-à-dire qu'ils mettent cet oiseau en cage, mais en fait, un oiseau, ça vole. On regarde le ciel, il est libre, il dépasse les frontières. Il n'y a pas de frontières pour l'oiseau. Et en fait, quelque part, le chardonneret, c'est pas le chardonneret qui est en cage, c'est l'Algérien qui est en cage. Et ça, c'est triste. Et en fait, c'est juste quand ils écoutent le chardonneret chanter, ça les fait... Ça les met dans un état de méditation incroyable. Alors, c'est par la musique que vous renouez avec votre algérianité, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Vous avez une maman d'origine syrienne, un papa algérien. Ouais. Et vous avez fait pendant des années la navette. Et puis, l'Algérie, vous l'avez oubliée. Et c'est grâce à la musique que vous revenez à votre part d'Algérie et grâce à une grande dame de la musique. Chera Rimeti. Ouais. Vous êtes à Bobigny en 94. Ouais, je crois, c'est ça. Pour le fin concert. Des années 90. Ouais, le concert des Chera Rimeti. Ouais, incroyable. Mais qu'est-ce que vous compreniez ce qu'elle chantait ? Non, je comprenais pas ce qu'elle chantait parce que je ne comprends pas l'arabe algérien et encore moins celui d'Oran, je pense. Quelques mots. Mais on m'a traduit les paroles et j'ai trouvé ça incroyable parce que cette femme, quand on la voit arriver avec toutes ses rides, faut dire elle a un visage un peu grotesque parce qu'elle a quand même un gros nez, des petits yeux noirs perçants et ses cheveux noirs qu'elle devait avec du henné, je suppose, comme elle en avait sur les mains partout. Et puis elle arrive, donc ça fait vraiment la vieille grand-mère et qui chante comme ça, encore une fois, avec une voix très rocailleuse. C'était incroyable, mais les paroles sont dingues, quoi. C'est vraiment... C'est d'une modernité, mais alors incroyable. C'est une filou, en fait, Chera Rimeti. Ouais. Elle parle d'amour, mais alors cash. De façon très crue, oui. Ouais.
Et ce qui est incroyable, c'est de voir que là, dans cette salle à Bobigny, évidemment, il y avait énormément d'Algériens. Enfin, c'était vraiment composé d'Algériens, mais de toutes les générations. Même si elle chantait beaucoup dans les cafés du côté de la Chapelle, oui, chez Rarimiti. Certainement, mais je la connaissais pas à ce moment-là. Ouais. C'est dommage. Kim, tu l'as rencontré, toi, Rimiti, ou pas ? T'as eu cette chance-là ou pas ? Oui, j'ai eu l'occasion d'animer des zéniths avec elle. Et son dernier concert, 3 jours avant son décès, c'est moi qui la descends de scène avec son manager Nordin Gafaiti. Voilà, on lui tenait la main, on lui avait donné un bouquet de fleurs et elle était tellement débordante d'énergie, même à son âge avancé, c'était impossible de la faire arrêter. Donc l'entourloupe, c'était on lui met un bouquet de fleurs dans les mains, elle était contente et puis elle descend. Et finalement, c'était son dernier concert, l'Arhama. Ouais. Alors, vous partez en immersion dans une famille algérienne du 9-4. Ouais. Ville juive. Qu'est-ce qu'on vous fait ? C'est chez le chef, voilà, tu sais. Moi, je viens d'une famille pas très pratiquante, donc j'avais jamais fait le ramadan. Et je pense qu'à un âge, à un moment, on cherche un peu ses origines, sa culture, on essaye de se positionner... on recherche son identité. Et là, j'ai rencontré une fille sur les bancs de la fac, Saada, qui m'invite chez elle. Et là, c'est vraiment l'immersion dans une famille algérienne du 9-4, mais algérienne, pas comme moi. Moi, je suis métissée finalement. À la maison, il y a du sedari, il y a... Voilà, on y est. À la maison, il y a tout ce qu'il faut. Ça ressemble au bled, quoi. C'est ces grosses couvertures avec ces fleurs, mais ces couvertures douillettes, là, plein de fourrures comme ça, jusqu'aux roses en plastique dans un vase tout kitsch et chinois certainement. Voilà, mais c'était... Et du coup, la musique, quoi. La musique, parce que chez eux, son frère était féru de musique et du coup, il nous ramenait tout le temps des perles d'Algérie. Moi, je connaissais le rail, vite fait, 1, 2, 3 Soleil et compagnie, Faudel, Chemmami, enfin, le minimum. Et là, d'un seul coup, on se rend compte qu'en fait, le patrimoine algérien est aussi vaste que son territoire, quoi. C'est génial. Alors, vous avez posé la question à votre père, parce que vous dites, mon père, c'est la génération des taiseux. Oui. Finalement, voilà, qui racontent pas leur histoire. Ouais, la plupart des exilés sont comme ça. Après, mon père particulièrement, mais ils racontent pas leur histoire. En fait, on n'apprend pas nos histoires par nos parents. C'est à nous d'aller la chercher, mais ma mère était pareil. Hein. Là, en l'occurrence, je parle de l'Algérie. Là, on parle de l'Algérie, oui, mais du côté syrien, c'est pareil. Mais c'est pareil. Mais je pense que c'est tous les exilés. Il y a un côté où leur histoire ne valent pas la peine d'être racontées. Mais ça, c'est pour lui. C'est pour lui. Ouais, mais je pense que c'est quelque chose qui est très fort chez tout le monde, en fait. Et donc, du coup, ils sont là, ils travaillent, et en fait, ils n'ont rien à raconter sur leur exil. Alors que c'est incroyable quand on pose des questions, à savoir qu'ils sont arrivés en France, ils avaient 17 ans, qu'ils étaient tout seuls, qu'ils doivent se construire une vie, une famille, trouver du travail, enfin tout ça. Votre père, lui, il arrive en 68, c'est des héros, quoi. Il va travailler dans il arrive à Annemasse. La confiserie. Ouais, d'abord. Ouais, Annemasse en plus. Savoir. Pourquoi il avait un frère, c'est ça ? Il est parti rejoindre son frère qui lui est rentré au pays, donc il l'a laissé tout seul et mon père voulait rester en France et ensuite il est remonté à Paris, il a rencontré ma mère et voilà. Ah, vous connaissez, vous racontez un épisode qui est arrivé à votre père pendant la guerre d'Algérie. Ouais. On lui a tiré dessus. On lui a tiré dessus. Les Français lui ont tiré dessus. Oui. Bon, alors après, mon père et toute sa modestie pensent qu'on ne l'a pas visé intentionnellement. Je pense le contraire. Lui, il pense qu'ils étaient en train de faire des essais, en fait, sur une espèce de... Ça s'appelle terrasse, en fait. C'est un point de vue au-dessus des montagnes. On domine vraiment toutes les montagnes. Donc, on domine aussi les populations qu'on peut très bien contrôler. Et mon père était tout jeune. Il gambadait avec son frère et il a reçu une balle dans la cuisse. Mais je l'ai appris récemment, cet épisode. C'est pareil, c'est quelque chose dont il ne m'a jamais parlé. Voilà, ça arrive comme ça dans la conversation. Ouais, ça arrive une fois comme ça dans la conversation parce que je pose énormément de questions et qu'à un moment il me dit mais comment ça, je te l'ai jamais raconté. Mais bien sûr que si, rappelle-toi. Voilà. Alors ensuite vous partez à Alger pour la première fois en 2013. Pourquoi est-ce que vous attendiez aussi longtemps pour aller voir Alger ? Parce que petit, Alger, c'était juste... on traversait en fait cette ville pour rejoindre nos familles qui sont tous à l'est du pays, donc plutôt Annabas, Kikda, Guelma. Donc Alger, on n'y restait pas.
Voilà, oui, c'était le port, ouais. c'était le point de port d'attache, et c'est tout. Je sais pas. Après, avec les années noires, comme on a arrêté, il y a eu vraiment une cessure, une coupure avec l'Algérie. Nous, on a continué à aller en Syrie tous les ans. Donc voilà, c'était plutôt la Syrie, qui est un pays vraiment différent de l'Algérie, même si sur certains aspects, ils se ressemblent. En tout cas, dans nos familles, et puis les paysages méditerranéens. Mais Alger, 2013. J'ai attendu l'invitation. Et vous retrouvez le chardonneret. Et je retrouve le chardonneret. Le McNean. Exactement. Qui dédicace, qui fait la préface de votre livre? Souad Massi. Comment vous l'avez contacté? Vous lui avez dit, voilà, j'ai un livre sur le chardonneret, est-ce que tu voudrais le... Oui, en même temps, je me disais que mon livre, il traversait un peu, c'était un peu les champs qui traversaient le bouquin, et donc l'Algérie et l'histoire de l'Algérie. Du coup, pour moi, ça pouvait être qu'une chanteuse algérienne qui pouvait faire ce livre, et en l'occurrence, qui d'autre que Souad Massi.